Le prince régnait dans un état critique, désespéré. Le dernier communiqué est particulièrement pessimiste. Les petits-enfants de Régnier III se sont rendus au chevet de leur grand-père. Les Monégasques se préparent au deuil. À Rome, Jean-Paul II n'a pu assister au chemin de croix du Vendredi Saint. Il s'est recueilli seul dans la chapelle du Vatican. Une image de dos diffusée sur écran géant. Les fidèles attendent la bénédiction demain, Urbi et Orbi, avec inquiétude. Jacques Chirac au Japon, un spectateur passionné du sumo. Le chef de l'État applaudit aujourd'hui les plus grands lutteurs. À ses yeux, le sumo est un sport international et éternel. Le président français a été ovationné dans le stade. Dernier coup de rame pour Maud Fontenoy qui est arrivée aux Marquises après 7000 km de traversée, la moitié du Pacifique à bout de bras et un nouvel exploit accompli par la navigatrice française. Jacques Higelin chante Charles Trenet. Tout l'hiver, il a donné une 60aine de concerts en province. Il se produit à Paris, le nouveau Fou chantant. Madame, Monsieur, bonsoir. Monaco semble se préparer au pire. L'état de santé du prince Régnier s'est encore aggravé et ce sont toutes ses fonctions vitales qui se dégradent malgré les traitements au point de laisser penser que Régnier III est désormais entre la vie et la mort. À son chevet, ses enfants et ses petits-enfants. Seule image officielle dans la principauté, l'apparition hier du prince Albert et de Caroline lors de la traditionnelle procession du Vendredi Saint. Reportage Yasmina Farber et Philippe Jasselin. À l'arrière de la voiture de la princesse Caroline, sa fille de 18 ans, la princesse Charlotte, vient voir son grand-père. Le prince Albert est lui aussi anxieux, le souverain est au plus mal. Les bulletins de santé officiels le confirment jour après jour. Devant le centre cardio-thoracique, quelques badauds attendent un signe, une nouvelle. Hier soir, pendant la procession du Vendredi Saint sur la place du Palais, la famille Grimaldi a tenu à apparaître au balcon, malgré les événements. Aujourd'hui, le Rocher a retrouvé son animation touristique en ce week-end de Pâques. Avec une pensée pour le prince Régnier, cet homme connu dans le monde entier a marqué les esprits. Déjà parce qu'il est un personnage connu, alors c'est normal que ça nous touche, mais il a aussi pas mal de chagrin et de soucis dans sa vie, je pense, hein, malgré ça, oui. Voilà. Il y a aussi le pape en ce moment, eh ben, on les rapproche un petit peu, voilà. Mais cette fois, c'est vraiment très grave. Oui, ben oui. C'est dommage parce que c'était un bon prince. Sur le palais, le drapeau reste levé, signe que le prince est vivant. Une image que la télévision câblée monégasque, qui a arrêté ses programmes, diffuse en continu avec le dernier bulletin médical. Depuis 13 heures, ces mots douloureux défilent sur l'écran. Le pronostic vital reste extrêmement réservé. Et là, on vous retrouve Yasmina Farber en direct de Monaco. La principauté vit donc au rythme des communiqués de plus en plus alarmants et les Monégasques, semble-t-il, se préparent au deuil. Oui, Béatrice, le cabinet du prince de Monaco joue vraiment la transparence et communique toutes les informations, même si elles sont très difficiles à entendre pour les Monégasques. C'est un peu une façon de préparer les habitants de la principauté au pire, c'est-à-dire à la disparition de cet homme qui les a tenus par la main pendant 56 ans. Alors pour certains, cette attente est très difficile, ils ne veulent pas se résoudre à une issue fatale, mais les médecins sont très clairs, les fonctions vitales se dégradent jour après jour. L'atmosphère est donc très pesante ici, en principauté de Monaco. Merci Yasmina Farber. Et le pape Jean-Paul II a adressé ce matin une bénédiction particulière au prince Régnier et à sa famille. Le pape qui n'a pas participé au chemin de croix du Vendredi Saint, seule une image vidéo montrait le Saint-Père de dos dans sa chapelle du Vatican, image qui laisse supposer que l'état de santé de Jean-Paul II est particulièrement fragile et chacun de s'interroger sur la façon dont Jean-Paul II pourra adresser demain, jour de Pâques, sa bénédiction Urbi et Orbi. Reportage Gérard Grisbeck, Claude Ganous. C'est par des applaudissements que l'image du pape a été accueillie hier soir au Colisée. Sur un écran géant, les milliers de fidèles venus assister au chemin de croix ont pu profiter de la liaison permanente avec la chapelle privée du pape au Vatican. Jean-Paul II est apparu de dos de trois quarts, jamais de face, ce qui n'a fait que relancer l'inquiétude sur son état de santé. Le pape portait autour du cou une étole, écharpe liturgique, pour bien montrer qu'il ne suivait pas seulement la cérémonie à la télévision, mais qu'il était partie prenante de ce chemin de croix. Je n'ai pas besoin de le voir sur un écran. Toutes les choses qu'il a faites et qu'il a dites suffisent à se souvenir de lui. Il est dans notre cœur à tous.
Oui, ça se voit. Ça se sent l'absence du Saint-Père. Les gens suivent la cérémonie, mais ça n'est pas comme les autres années. Le cardinal Ruini, vicaire de Rome, présidait la cérémonie. Il a lu un message de Jean-Paul II dans lequel le pape dit qu'il offre aussi ses souffrances. La croix était portée symboliquement par des hommes et des femmes originaires de différents continents. Demain, le pape devrait faire la bénédiction sur la place Saint-Pierre et peut-être prononcer quelques paroles. Voyons maintenant comment la communauté catholique se retrouve unie autour de la souffrance du pape, à l'exemple de ces Français qui sont venus assister pour la première fois aux célébrations de Pâques à Rome. Isabelle Stess, Christophe Larocca. C'est incroyable, c'est très intense. Dernier coup de téléphone à la famille en France avant la cérémonie. Ce moment ici est très fort. D'ailleurs, quand j'en parle, j'en suis très émue, surtout si on a la chance de voir sa sainteté aujourd'hui. Jésus tombe pour la 3e fois. Ils ont attendu 8 heures debout pour être sûrs d'être au premier rang de la procession. Parmi la foule, un groupe de Français venus de Valenciennes. Lorsque le pape apparaît sur l'écran derrière eux, il est en train de souffrir dans sa chair, donc je pense que pour lui, c'est vraiment, et pour nous, par la même occasion, un chemin de croix tout à fait exceptionnel. Compassion mêlée de malaise face à la souffrance du pape ainsi exposée. Je trouve qu'on lui demande beaucoup de choses quand même. Dans l'état où il est, on devrait laisser peut-être tranquille. Ça fait mal de voir souffrir quelqu'un et peiner comme ça. Combien de temps, on ne sait pas. Des interrogations aussi devant cette image d'un pape filmé de dos. On l'a vu de dos, de 3/4. Ces derniers temps, effectivement, il avait pas mal de difficultés à s'exprimer et finalement, c'est peut-être préférable de l'avoir montré de cette façon. Comme ça, on garde un très bon souvenir. Ils seront place Saint-Pierre demain matin, avec l'espoir de voir le visage et entendre la voix de Jean-Paul II. En France, terrible accident d'autocar ce matin entre Le Mans et Alençon. Le plan rouge a été aussitôt déclenché. Pour des raisons inexpliquées, le conducteur a perdu le contrôle de ce car qui transportait toute une famille et leurs amis partis fêter les 80 ans d'un des leurs. La fête a tourné au drame, 3 morts dont le patriarche et 23 blessés dont plusieurs grièvement. Jacques Deveau, Michel Hiver. L'autocar transportait 35 personnes, toute une famille de Normandie et des proches qui partaient fêter les 80 ans du grand-père dans la Sarthe. Ce dernier est décédé dans l'accident, ainsi que 2 autres passagers. Le car roulait depuis 3 heures lorsqu'il a quitté la chaussée dans une ligne droite et s'est couché dans le fossé. Les conditions météo étaient très bonnes sur la Sarthe. Donc le car, comme je l'indiquais tout à l'heure, est parti sur le côté pour une raison pour l'instant encore inconnue. Donc l'enquête qui débute le déterminera. Le plan rouge a été déclenché, 7 blessés graves ont reçu les premiers soins dans un poste médical avancé installé sur l'autoroute. Plusieurs blessés ont été évacués par hélicoptère vers les hôpitaux de Tours et d'Alençon. Nous avons fait en sorte que les couples puissent être ensemble et donc puissent se retrouver ensemble dans les mêmes hôpitaux pour être pris en charge. Les passagers indemnes ont été regroupés dans la salle des fêtes du village de Saint-Jean-d'Assé. Des personnes très choquées par l'accident qui a touché exclusivement des proches. Toutes les personnes se connaissaient entre elles et c'est vrai qu'elles ont été relativement choquées. D'un autre côté, le fait de tous être regroupés ensemble pour les personnes qui n'ont pas été blessées, ça a joué en notre faveur, c'est-à-dire ils sont restés tous très calmes. Le chauffeur qui est sorti indemne de l'accident a été placé en garde à vue. Mais pour l'heure, aucune information n'a été communiquée quant à son éventuelle responsabilité dans l'accident. Et j'en viens à cet accident sur un manège qui s'est produit cet après-midi à Lille. 2 adolescents ont été littéralement éjectés d'une chenille qui tournait à pleine vitesse. Ils sont dans un état grave. Une enquête a été ouverte. Caroline Gauthier. La foire de printemps vient tout juste d'ouvrir ses portes. Il est 15h30. L'une des nacelles de ce manège prend du gîte. Les 2 occupants sont éjectés. 2 adolescents qui sont projetés au sol. D'après les responsables de la foire, la chenille avait été contrôlée il y a 1 mois. Le certificat de conformité, c'est un contrôle qui est effectué par un organisme agréé qui passe les manèges tous les 3 ans. Et les manèges, ils se passent quand ils sont montés. Et tout est vérifié. Les roulements, le bruit, les moteurs, l'installation électrique, tout est vérifié.
Martine Aubry, maire de Lille, s'est rendue sur les lieux cet après-midi. Le manège est arrêté pour les besoins de l'enquête. Les 2 mineurs souffrent de traumatismes crâniens et de multiples fractures. L'un d'entre eux est dans un état jugé sérieux, mais leurs jours ne sont pas en danger. De la colère et un sentiment d'incompréhension après le verdict rendu par la cour d'assises de la Gironde. Les jurés ont acquitté le boucher de Salbeuf qui avait blessé plusieurs personnes à coups de couteau il y a 1 an et demi. David Bazier, Philippe Dumail. Il a été accusé surtout, non mais vous vous rendez compte? Mais nous on vit avec les blessures qu'on a. On vit avec ça. Mon gamin, il a une cicatrice et il va être obligé de vivre avec ça chaque fois qu'il va se raser et tout. Hein? Quand il va être plus grand. C'est bien ce que j'ai plaidé, madame. Les avocats des 7 victimes sont sans réaction. Michel Perrois vient d'être acquitté alors que 6 à 8 ans de prison étaient requis. Les couteaux du boucher de Salbeuf ont pourtant bel et bien blessé, mais les victimes doivent se contenter de compensations financières. L'avocat de la défense a lui plaidé le coup de folie, l'abolition totale du discernement. Les actes, les coups de couteau sont matériellement établis. En revanche, l'intention de M. Perrois de donner la mort aux personnes qui ont été victimes n'est pas caractérisée, donc il n'y a pas d'infraction. Le boucher, hein? Il est acquitté. Mais la question demeure aujourd'hui à la boulangerie de Salbeuf. Le boulanger qui prépare les chocolats de Pâques est l'une des victimes. L'homme a vite pardonné mais ne comprend pas la signification de ce verdict. C'est pas la justice des victimes quoi en tous les cas. Hein. On n'a pas pris en compte l'acte vraiment qui avec toutes les conséquences quoi. Parce que bon il a quand même été déclaré responsable de ses actes. Ceux qui ont soutenu le boucher se taisent aujourd'hui. Ceux qui s'expriment ont du mal à admettre que les jurés aient pu considérer le boucher non coupable de tentative d'homicide et de violence volontaire aggravée. Et nous sommes écœurés et inquiets à la fois. C'est-à-dire qu'il est lavé de tout soupçon. Ce n'est pas lui, c'est son ombre qui a fait tout ça, vous voyez. Donc il n'est pour rien que là-dedans, quoi. C'est une autre personne. Ça aurait été qu'une petite peine, oui, mais là rien du tout. Le mal est fait quand même. Libre, Michel Perrois est ce soir dans sa famille en Gironde, mais pas interdit de séjour à Salbeuf. Le parquet de Bordeaux, qui seul peut faire appel, est pour l'instant toujours muet. Depuis une semaine, aucune nouvelle d'une jeune fille de 20 ans disparue à Mâcon après un gala de danse. La voiture de la jeune étudiante a été retrouvée vide dans la Saône. Un avis de recherche a été lancé et toutes les hypothèses sont évoquées. Zindine Boudaoud, Sébastien Lafargue. Anne-Sophie Girolet n'a plus donné signe de vie depuis une semaine. Samedi dernier, cette brillante étudiante en médecine était sur la scène du théâtre de Mâcon. Danseuse classique depuis l'âge de 6 ans, elle participait à un gala avec sa troupe. De l'avis de ses proches, la jeune femme était sans problème et semblait aimer la vie. Moi, elle m'a quitté, le petit sourire. Bien. Tout à fait bien. Rejoignait son petit copain, voilà. Elle est allée prendre ses affaires dans les loges, mais personne ne l'a vue monter dans sa voiture. À 23h30, la voiture d'Anne-Sophie Girolet était stationnée sur ce parking mal éclairé. L'étudiante avait rendez-vous avec son amie dans la banlieue de Mâcon. Elle n'y est jamais arrivée. La famille donne alors l'alerte. 2 témoins ont vu les phares allumés d'une voiture dans les eaux de la Saône. Mardi, les enquêteurs repêchent une 405 grise, celle de la jeune fille. Dans le véhicule, son sac à main, ses papiers et sa carte bleue, mais Anne-Sophie Girolet demeure introuvable. Enlèvement ou disparition volontaire, aucune piste n'est écartée. Ceci étant, la personnalité, les circonstances, sa vie privée, c'est quelque chose qui va demander un travail de longue haleine pour savoir si effectivement il n'y a pas d'éléments qui pourraient expliquer ce qui s'est passé samedi. Depuis la disparition d'Anne-Sophie Girolet, son village natal vit dans l'angoisse et dans l'attente. Ah, ça c'est très dur pour nous parce que de savoir qu'elle a disparu, qu'on ne sait pas du tout, c'est très très dur. L'inquiétude est vive à Mâcon et dans les environs. En dépit de nombreuses investigations, les enquêteurs n'ont encore aucun indice sérieux. Importante saisie de cannabis près de Lyon. La drogue se trouvait dans un semi-remorque venant d'Espagne. Le camion a été contrôlé sur une aire de repos par les douaniers. Le chauffeur est en garde à vue. La valeur de la marchandise est estimée à 5 millions d'euros. Jacques Chirac au pays du soleil levant pour 3 jours de visite officielle. À Osaka, spectateur passionné du sumo, le chef de l'État a suivi une trentaine de combats réunissant les plus grands lutteurs. Demain, il se rendra à l'exposition universelle. Véronique Saint-Olive, Francis Forger. Le sumo, c'est la forme de lutte la plus ancienne au Japon. Et le président de la République n'aurait raté pour rien au monde le tournoi de printemps. Juste avant le combat, les lutteurs écrasent les mauvais esprits, lancent du sel. Il s'agit d'impressionner l'adversaire. Jacques Chirac, en connaisseur, apprécie.
Terrasser l'autre ou le sortir du cercle au sol, la victoire s'obtient en quelques secondes. Jacques Chirac est fasciné. Pour son 45e voyage au Japon, le président de la République a voulu joindre l'utile à l'agréable. Avec le nouveau ministre des Finances, Thierry Breton, il a donc visité l'entreprise française Digital Electronics, une façon de vanter les technologies de pointe. Et pour inciter les Japonais à venir davantage en France, le président de la République a trouvé la solution. Il faut acheter les A380 de Airbus, qui sont très exactement les moyens que le Japon devrait acquérir pour faciliter et rendre plus dynamique une politique de développement d'un tourisme. De son côté, Bernadette Chirac, elle, s'est rendue à Kobe. Et en visitant une boulangerie française implantée depuis 40 ans, elle a délivré, mine de rien, un petit message politique. C'est pas les 35 heures chez vous? Non. Non. Au-delà de l'ambition pour un partenariat économique solide avec le Japon, Jacques Chirac confie que ce qu'il aime dans ce pays, c'est sa culture, son équilibre. Alors le chef de l'État vit un peu ce déplacement comme une parenthèse heureuse dans un contexte français troublé. Près de Nagoya, l'exposition universelle a ouvert ses portes au public depuis hier et Jacques Chirac sera l'un de ses visiteurs attentifs à la découverte des nombreuses innovations technologiques présentées dans cette cité futuriste. Parmi les attractions vedettes, un vrai mammouth congelé et des robots de plusieurs générations qui font leur show. Frédéric Monteil, Alain Dubar. Heureux les Japonais. Cette exposition universelle, ils l'attendaient depuis 10 ans. Je suis vraiment content, je suis impatient d'aller voir l'expo. Et parmi les pavillons les plus fréquentés, Hitachi avec son canyon digne d'un western et Toyota, le numéro 2 de l'automobile mondiale, exhibe ici ses derniers robots musiciens. Des robots prêts à se lancer dans une carrière de rappeur. Aussi grande qu'un arrondissement parisien, l'exposition universelle propose un tour du monde. 121 pays à découvrir. Voici l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, l'Égypte ou encore l'Italie, très prisée des Japonais grâce à ses carabinieri et à sa Fiat 500 repeinte entièrement en chocolat. On peut la vendre. Une bonne offre. Combien d'euros? Bon, 10 000. 12 000 euros? 10 000, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas cher. Ça fait cher la crise de foie. Le chocolat, les Suisses auraient pu s'en servir pour séduire les Japonais, mais là, ils ont eu une autre idée. On va faire une raclette. Et vous croyez que les Japonais aiment ça? Ils adorent ça. Aussi beau soit-il, tous ces pavillons devraient disparaître dans 6 mois. Recyclage obligatoire. Et là, les Japonais ont pris de l'avance avec leur dôme végétal bâti en bambou. En Thaïlande, 3 mois après les raz-de-marée, l'île de Koh Phi Phi, l'une des zones les plus touchées, s'ouvre à nouveau au tourisme. Mais le traumatisme est encore bien réel. Reportage sur place de Philippe Rochaud et Bruno Carrette. Tous les mois, Christian fait la tournée des îles pour évaluer les goûts et les besoins des touristes. Il possède une flotte de 12 bateaux dont la moitié sont arrêtés à cause du manque de fréquentation. Il transportait 100 touristes par jour, il n'en promène pas plus de 20 aujourd'hui. Mais quand il arrive sur l'île de Phi Phi, qui tente de se relever du tsunami, il constate un changement. Ça bouge, hein. En plus, il y a eu beaucoup de déblaiements, beaucoup de nettoiements qui ont été faits sur les plages. Il y a eu un très beau changement. Les gravats qui recouvraient la lagune où s'est engouffrée la vague meurtrière ont été en partie dégagés. Mais difficile de reconstruire tant que le sort de ce village de 3000 habitants n'a pas été décidé en haut lieu. On réinstalle les paraboles et les connexions Internet, mais la vie redémarre lentement. Très peu de touristes à l'arrivée quotidienne du ferry. Les passagers sont avant tout des travailleurs thaïlandais ou des volontaires, mais les agences de voyage reviennent. Moi, j'étais la première à ne pas vouloir venir tout de suite. Déjà, je pense qu'il fallait respecter aussi un deuil. On n'avait pas trouvé tout le monde qui avait disparu. On était sous le choc. Et effectivement, les touristes déjà étaient demandeurs de revenir à Phi Phi. Demandeurs pour voir cette île de Phi Phi qui porte encore la cicatrice du tsunami. Christian transportait ici 5000 touristes par mois. Il devra attendre encore. Le mois prochain, avril, on fera peut-être aussi 1000-1500, mais après c'est fini, on retombe dans la basse saison. Donc l'année est foutue. Là, on vient de passer un bateau de plongée libre,
un petit bateau privé de croisière. Mais Christian veut surtout nous montrer que les îles autour de Pipi sont intactes. L'état du sable et de la mer n'a pas échappé à ces touristes qui ont déjà tourné la page du tsunami. Au Kirghizistan, où le pouvoir en place a été renversé jeudi par l'opposition, des élections présidentielles sont prévues à la fin du mois de juin. Les députés réunis à Bichkek veulent ainsi montrer que s'est mise en place une transition démocratique et que la sécurité sera assurée après les scènes de pillage qui ont eu lieu jeudi. Anne Ponsinet sur place et Xavier Luizet. Des magasins détruits, seul signe extérieur de la révolution kirghize. C'était la curiosité ce matin à Bichkek. Quelques uniformes ont reparu en ville et devant les bâtiments officiels, des civils aux brassards multicolores tiennent la foule au large. Une foule calme au demeurant, à qui le président par intérim Bakiyev a promis cet après-midi le respect de la légalité constitutionnelle. Mais à vrai dire, les révolutionnaires de Bichkek parlent moins de politique que d'économie, la vraie cause de la révolution. Les gens vivent mal ici. Et encore en ville, c'est rien. À 15 minutes du centre, à Akbata, c'est la misère, comme pour la moitié de la population kirghize. Ici, les enfants ne sont même pas tous scolarisés. Fuyant le désert économique du sud, des familles viennent se construire ici de petites maisons près de la capitale. 2 ans que la famille de Bara a commencé la sienne, mais avec 60 € par mois, pas assez d'argent pour acheter du matériel. Moi, je travaille. Mais les enfants n'ont pas de travail. La famille est grande. Et c'est tout juste pour qu'on puisse manger. En attendant, on s'entasse dans la cabane d'à côté. Bara n'est pas allé faire la révolution. Mais sa femme ose dire qu'elle est contente qu'Akayev soit parti. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il n'a rien fait, il n'a pas travaillé. Et voilà comment nous vivons. Il ne pensait qu'à lui et à sa propre famille. Le Kirghizistan est le pays le plus pauvre d'Asie centrale. C'est aussi celui dont le régime était le moins autoritaire dans la région. Et c'est probablement ce qui explique que la colère sociale ici est aboutie à une révolution. Y a-t-il un risque de contagion dans d'autres républiques? Après l'Ukraine et le Kirghizistan, c'est au tour de la Biélorussie d'être agitée par une fièvre démocratique, une manifestation qui n'était pas autorisée. Elle a été sévèrement réprimée. Les manifestants exigeaient la démission du président en place. Des incidents ont éclaté. Au centre d'une véritable polémique à Jérusalem, le patriarche grec orthodoxe accusé d'avoir laissé vendre tout un quartier de la vieille ville à des investisseurs juifs étrangers. Pour les musulmans comme pour les chrétiens palestiniens, ces transactions permettent de coloniser une partie de la ville sainte. Il réclame l'annulation de la vente et la destitution du patriarche qui, lui, nie toute implication. Reportage Dominique Derda. Qu'ils soient chrétiens ou musulmans, pour les Palestiniens, la cause est entendue. Irénéos Ier, le patriarche grec orthodoxe de Jérusalem, est un traître, un collaborateur à la solde des Israéliens. Sur le parvis du Saint-Sépulcre, les insultes répondent à son salut. Derrière les remparts de la vieille ville, l'affaire fait grand bruit. Et comme souvent dans la région, dès qu'il s'agit de Jérusalem, c'est vite devenu une affaire d'État. L'église grecque orthodoxe est soupçonnée d'avoir vendu secrètement plusieurs immeubles qu'elle possède près de la porte de Jaffa à un groupe d'investisseurs juifs étrangers. Selon la presse israélienne, ce n'est pas le patriarche lui-même qui aurait effectué la transaction, mais son homme de confiance qui disposait d'une procuration signée de la main même d'Irénéos Ier. L'homme depuis serait en fuite et recherché par Interpol. Pressé par les Palestiniens de donner sa démission, le patriarche plaide la bonne foi. Il a été trompé, dit-il, par celui qui gérait en son nom les biens de son église. La vente est illégale et il s'y opposera par tous les moyens. Si l'affaire est aussi sensible, c'est parce que la vieille ville de Jérusalem est divisée en quartiers. Le quartier chrétien, le quartier arménien, le quartier musulman au pied du dôme du rocher, et le quartier juif, séparés les uns des autres par une frontière invisible, mais dont chacun ici connaît par cœur le tracé. Il mène jusqu'à cette place, là où, comme par hasard, se trouvent les immeubles, au cœur de la polémique. Les acheteurs sont probablement des colons, des extrémistes de droite qui font tout, quel qu'en soit le prix, pour judaïser la vieille ville. Ils veulent reprendre le mont du Temple, en chasser les Arabes et torpiller le processus de paix. Plus ça va, plus la situation devient explosive. Depuis la guerre des 6 jours et l'annexion de la partie orientale de la ville en 1967, des drapeaux israéliens ont commencé à apparaître çà et là sur les toits des maisons où jadis vivaient des Palestiniens. Comme les colonies dans les territoires occupés, ils sont chaque année plus nombreux et marquent, tels ceux que plantent les alpinistes au sommet des montagnes, de nouvelles conquêtes.
En France, coïncidant avec les fêtes de Pâques, le rassemblement bourget de l'UOIF, l'une des tendances les plus radicales de l'islam de France, célébrait aujourd'hui le centenaire de la laïcité à sa façon pour déplorer la loi sur le voile à l'école et appeler à un plus grand respect de la liberté religieuse. Fanny Auvergne, Guillaume Biard. L'accueil est chaleureux. L'unité semble être de mise entre Dalil Boubaker, le modéré, et Fouad Alaoui, le radical. Mais à la tribune, les divergences réapparaissent autour d'une question, la laïcité. Nos valeurs humanistes et universelles sont tout à fait en phase avec les valeurs républicaines et le musulman français ou le français de confession musulmane est tout à fait à l'aise dans le cadre de la laïcité. Pour Fouad Alaoui, au contraire, la laïcité entrave la liberté religieuse des musulmans. Prive des enfants du droit de manger dans les cantines scolaires, conformément à leurs convictions religieuses, pour une seule raison. La nourriture commune fait partie des exigences du vivre ensemble dans notre République, selon les dires de certains de nos élus locaux. Dans la salle, presque toutes les femmes sont voilées et sont séparées des hommes. Même les journalistes de sexe féminin sont priés d'aller s'asseoir du bon côté. Il y a les débats, mais aussi des dizaines de stands hétéroclites. Ici, la culture musulmane est représentée au sens large. Foulard, livres ou téléphone portable dernier cri contenant le Coran ou indiquant la Mecque. Certains en profitent pour récolter des fonds pour construire des mosquées en France. D'autres donnent leur version du conflit israélo-palestinien. Le congrès s'achèvera lundi soir. Les organisateurs attendent 100 000 visiteurs, comme l'année dernière. Les douanes françaises chassent les produits d'importation potentiellement dangereux. Imaginez qu'un objet contrôlé sur toit n'est pas aux normes européennes, en particulier les jouets, mais aussi les outils de jardin. Autant dire que ces produits de grande consommation n'ont pas leur place sur le marché. Vincent Fourcade, José Boulestex. Dans ces cartons, des lunettes de protection en provenance de Chine. 20 000 paires bloquées par les douanes à l'aéroport de Roissy. Elles attendent de pouvoir passer la frontière. Pas encore en France, elles le seront dès qu'on aura réuni déjà tous les documents pour être sûr qu'on peut les laisser partir sur le marché. C'est un petit peu notre responsabilité. Sur le papier comme sur les branches, tout semble en règle. Le sigle CE est bien présent. Ces lunettes répondent aux normes de sécurité européennes. Reste à vérifier que cette conformité n'a pas été usurpée. Là, je vais demander donc un certificat de conformité pour ces produits-là et le rapport de test. Au final, aucun problème pour ces lunettes. Elles seront bientôt mises en vente en France. Mais c'est loin d'être le cas de tous les produits d'importation. L'an dernier, plus d'un objet sur 3 contrôlé par les douanes s'est révélé dangereux pour les consommateurs. En tête de liste de ces produits, les articles de puériculture dangereux dans 67% des cas. Suivent de près les outils de jardin, puis les jouets. 2 sur 3 sont impropres à la consommation. Comme cette poupée, à première vue bien innocente. Et si vous regardez, derrière, il y a un problème de circuit électrique avec un risque pour l'enfant d'ingestion des piles ou même le fait que tout le moteur derrière fond avec la chaleur. Autre exemple, avec un porte-bébé. Une armature. Si l'enfant qui est à cette hauteur a les doigts, comme font souvent les enfants qui touchent cet objet, si la personne porte l'enfant avec ce pied ouvert, ce qui arrive, et qu'elle s'appuie contre un mur ou contre un poteau, le pied se referme. L'enfant peut tout simplement se trancher un doigt. Parmi tous les produits contrôlés par les douanes en 2004, un seul a montré une fiabilité totale, les préservatifs masculins. Paris réussi pour Maud Fontenoy. Après 7000 km à la rame, elle est arrivée aux îles Marquises. Elle va enfin toucher terre après avoir traversé la moitié du Pacifique. Les derniers miles sont souvent les plus longs. La navigatrice française est impatiente et en même temps redoute, dit-elle, le retour dans le monde des hommes. Aaron Tanzit. 6899 km à la rame. Voilà la distance parcourue par Maud Fontenoy. Un exploit. C'est la première femme à traverser le Pacifique, d'est en ouest, seule et sans aucune assistance. Ah ouais, ça se passe plutôt super bien. Moi, je suis vraiment aux anges. C'est la réalisation du rêve. Et puis, c'est vrai que les derniers jours ont été quand même assez douloureux physiquement. Et ces dernières heures, j'ai quand même énormément ramé. Donc, c'est vrai que là, je suis vraiment soulagée que ça se termine.
Après avoir traversé l'Atlantique à la rame, Maude Fontenoy s'était cette fois-ci lancée à l'assaut du Pacifique. Un départ du Pérou le 12 janvier dernier pour une arrivée aux îles Marquises 72 jours plus tard. 72 jours de solitude et de privation dans une embarcation d'à peine 7 mètres de long. Pas de quoi sauter au plafond. Non, c'est vrai que la nourriture en poudre ne va pas du tout me manquer. J'ai mangé mon dernier couscous lyophilisé hier et je crois que je vais pas en racheter plus tôt. Arrivée sur ces îles paradisiaques, Maude Fontenoy va pouvoir maintenant en profiter, lâcher ses rames et participer aux festivités locales organisées en son honneur. Pour soutenir Florence Aubenas et son guide, l'équipe de France masculine de handball, lors du tournoi de Bercy, portait cet après-midi un maillot au sigle de Reporters sans frontières. Les journalistes de Libération et Hussein Hanoun ont disparu en Irak depuis 80 jours. L'affaire Yadar a commencé depuis hier dans l'arène pour son premier vrai combat. Un jeune des cités, il s'entraîne depuis des années, c'est un enfant du pays. Il a revêtu l'habit de lumière, un parcours à suivre. Mathieu Proust, Benoît Jourdan. Il faut que je triomphe. Aujourd'hui, je suis obligé de triompher. Mehdi a 19 ans. Et aujourd'hui, c'est sinon le plus beau, du moins l'un des jours les plus importants de sa vie. Tôt ce matin, Paquito et Frédéric, les deux parrains de Mehdi, sont allés pour lui au sorteo, le tirage au sort. Touché le 113, le 73, on va aller le voir. Ça c'est un tos. Non, ça c'est le 84. Ça doit être celui-là, là-dedans. Le sort a donné à Mehdi les deux taureaux les plus gros du lot. Il le sait, 1 heure plus tard, quand il rentre dans l'arène. Devant son premier, comme devant son second adversaire, il n'hésitera pas, à commencer à gaiola, à genoux. Dans chacune des phases de la corrida, la cape, les banderilles et la muleta, l'étoffe rouge qui sert à trouver un rythme entre les deux adversaires, Mehdi donne la mesure de son jeune talent. Ici, à Arles, où il est né d'une mère marocaine et d'un père italien, où, dès l'âge de 13 ans, il est allé suivre les cours de l'école de tauromachie, Mehdi veut s'imposer et il y parvient. Quand il conclut avec son second taureau, l'ovation des gradins est celle de toute une ville. Pas seulement ceux du quartier de Bariol, d'où viennent Mehdi, Paquito et Frédéric. Content ? Oui, très content. Demain le Sud-Ouest, après-demain l'Espagne, pour d'autres combats. Mehdi l'Arlésien va découvrir qu'être torero, c'est aussi passer sa vie sur la route. Musique avec celui que l'on surnomme le nouveau Placido Domingo, l'étoile montante de l'art lyrique. Il a 33 ans. Le ténor mexicain Rolando Villazón est cette semaine sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées pour son tout premier récital. Sophie Jouve et Jean-François Meunier l'ont rencontré pendant les répétitions. Le soleil, du Roméo et Juliette de Gounod, est bien dans la voix de Rolando Villazón. L'un des ténors les plus brillants de cette nouvelle vague latino-américaine. Il faut boire beaucoup de tequila et manger beaucoup de tacos. Et après ça, les aiguilles arrivent et voilà, c'est ça. Il ne se prend pas au sérieux, mais prend la musique très sérieusement. Et surprise, ce sont des airs d'opéra français un peu négligés de nos compositeurs Massenet et Gounod que ce Mexicain a choisi de remettre à la mode. Je pense qu'ils sont très complets, les personnages du répertoire français. Ce sont des personnages débordés, on peut dire ça, émotionnellement débordés. Une voix aussi sombre et en même temps toujours très légère dans l'aigu. C'est jamais poussé, c'est jamais criard. La carte de visite que cet espiègle présente à Paris comprend aussi des airs italiens, Verdi, Rossini, un répertoire idéal pour son timbre et son tempérament. Lui qui a songé un temps à devenir prêtre, c'est une autre grand-messe qui l'attend.
Après les plus grandes scènes d'opéra, un premier récital où, seul dans l'arène, il s'offrira à ses admirateurs. Et une autre musique, Jacques Higelin qui chante Charles Trenet. Tout l'hiver, il a donné une 60aine de concerts en province. Il se produit à Paris, le nouveau Fou chantant. Olivier Lenuzza et Yann Moine. Un théâtre parisien, petit et plein de charme, dans lequel il erre, flamboyant. Jacques Higelin a trouvé un écrin à la mesure de sa démesure. De la fenêtre, le chanteur voit dans le ciel le poète disparu. Le soleil a rendez-vous avec la lune. La lune est là, la lune est là, la lune est là, la lune est là, la lune est là. La lune est là, la lune est là, la lune est là, le soleil ne la voit pas. On l'a trouvé pour la nuit, mais le soleil ne le sait pas. Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là. Le soleil attend, m'a pas dit qu'il l'a vu ça, lui. Trenet Higelin, une longue histoire. À l'âge de 11 ans, le petit Jacques rêve d'être comédien. Mais son père, pianiste amateur, le fait participer à un radio-crochet. J'ai dû chanter une, Il y a de la joie. Et puis voilà, j'ai été deuxième. Et puis une autre fois, il y a eu un concours du chocolat Poulain. Et là, j'ai été premier. Et le premier prix, c'était un voyage à Nice, au bord de la mer, qu'on voit lancer le long des... Golfe clair. Exact. Les elfes, divinité de la nuit, les elfes couchent dans mon lit. Pendant plus de 2 heures, Higelin enchante Trenet. C'est un artiste hors du commun, atypique, saltimbanque. Je n'allais pas dire le fou chantant, mais peut-être. Il l'a dit exactement, aujourd'hui c'est lui le vrai fou chantant. Voilà ce qu'il a dit. Le vrai fou chantant aujourd'hui c'est Jacques Higelin. Voilà ce qu'il a dit en 1981. Dans ce jardin extraordinaire, je vis soudain passer la plus belle des filles. Jacques Higelin ne voulait pas mourir sans avoir interprété Charles Trenet sur scène. Vous me plaisez. Le chanteur peut s'en aller en toute quiétude, mais surtout qu'il prenne son temps. Et avant de refermer ce journal, n'oubliez pas que nous passons cette nuit à l'heure d'été. Nous perdons 1 heure de sommeil. À 2 heures, il sera 3 heures du matin. Pensez à avancer vos montres. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Nathalie Rioué. 20h55, j'ai rêvé d'un autre monde, présenté par Isabelle Giordano. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente soirée sur France 2.